Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui voient l'e-com comme un plan sous. Si tu fais un contenu par jour, c'est ok. Si t'en fais 4, c'est 4 fois mieux en fait. Et tu auras de résultats 4 fois plus rapidement. Avant de scaler, un autre truc qui est hyper important, c'est de s'assurer de la qualité du produit. Et moi, très généralement, ce que je vois dans les débutants, c'est ce manque de sérieux. Ce que je regarde quand je fais une recherche produit, c'est est-ce que le produit est ou non. L'équation à succès, format, fois angle marketing, fois persona, fois... Salut à tous, deuxième épisode de Stay Focus. Dans cet épisode, l'objectif, c'est de vous aider en tant que débutant intermédiaire à créer votre première marque e-commerce à succès. Et quoi de mieux de recevoir des experts incontournables de ce domaine. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir accueillir, merci d'avoir accepté, Ismail. Présente-toi pour les personnes qui te connaissent pas. Déjà, avec plaisir, frérot. C'est un grand plaisir pour moi d'être sur ton podcast. Salut, c'est Amar tout de même. Donc là, c'est Israël. J'ai 28 ans. Ça va faire 6 ans maintenant que je fais du e-com. Que j'ai envie depuis 4 ans maintenant. Ça passe vite, mais ouais, ça va faire 4 ans que je fais du e-commerce. J'ai une marque, principalement avec laquelle je tourne. Là, en parallèle aussi, j'ai un programme d'accompagnement qui aide les personnes, du coup, à se penser à un e-commerce, un peu comme toi, du Fian, et on se rejoint sur pas mal de choses. C'est pour ça que ça me fait vraiment grand plaisir de faire le podcast avec toi. Et Inch'Allah, j'espère leur partager un maximum de valeur à ta communauté et qu'ils viennent s'en satisfaire. 100%, et c'est le but. Le but, c'est que toute la valeur qu'on arrive à absorber en étant sur le terrain, et parce qu'on fait aussi partie des rares personnes qui, à la fois on coach, mais aussi on est sur le terrain avec des marques e-commerce qu'on est en train de développer chacun de son côté, on puisse apporter le maximum de valeur sur ce qu'on apprend, les erreurs qu'on fait, pour que finalement quelqu'un qui a envie de se lancer et réussir, il évite finalement de faire les erreurs qu'on a pu faire ou quoi que ce soit. Moi, bien entendu, le premier sujet que j'ai envie de voir, et ça va plaire à la majorité des gens, c'est le point commun. Je pense qu'on en a plusieurs, mais on a eu un gros point commun qui a fait qu'on s'est connecté. C'est le fait qu'on vend pas de rêve et qu'on est réel. Et moi, j'ai justement envie qu'on parle de ça. Et cette première question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, c'est quoi là ou les vérités qui sont mal à entendre en tant que débutant, mais qui sont nécessaires à devoir écouter et mettre en place au début pour réussir? Moi, je dirais une des plus grosses vérités qui fait mal à entendre. Enfin, je sais pas si elle fait mal à entendre, mais en tout cas, elle est banalisée dans le monde du coaching, de l'apprentissage et du commerce. C'est de croire que c'est le produit qui fait tout. Et ça, c'est un gros problème. En fait, il faut vraiment arrêter de croire que lorsque ça marche pas, le problème vient de ton produit. Pour moi, déjà, c'est une combinaison gagnante que tu dois trouver. Donc, forcément, le produit, ça va jouer. Mais il n'y a pas que ça. Il va aussi y avoir la vidéo publicitaire que tu vas faire, donc la créa, quelle langue tu as utilisé dans ta créa. Ensuite, sur ta landing page, quelle promesse tu as mis en place. Ensuite, même sur ta landing page aussi, quelle offre tu as mis en place. Et c'est vraiment la combinaison et l'alignement de ces 4 points qui vont faire que ça prend ou ça prend pas. Donc ça, c'est une grosse erreur que font énormément de personnes. C'est s'attacher au produit et rapidement, quand ça fonctionne pas, passer au produit suivant. Et cette erreur, je l'ai fait plein de fois, tu vois. Je me souviens, il y a même, franchement, allez, il y a 2 ans et demi en arrière, tu vois, j'avais lancé, et je l'ai fait cette erreur, j'avais lancé la paire de chaussures, tu vois, Barefoot, un peu comme avec Footwear en ce moment, je sais pas si tu connais ça. Ouais, je capte, 100%. Ils tournent très bien, tu vois, 2 millions de trafic par mois, je crois qu'ils sont à peu près à 100 millions de CA à l'année. Et bref, je lance ce produit, mais un peu avec une mentalité où je me dis, vas-y, je veux le faire à la va-vite. Et cette mentalité, elle est dévastatrice parce que... Mentalité pirate? Ou pas mentalité pirate, mais mentalité où tu te dis, bon, bah, je vais tester un peu avec ce que j'ai, tu vois. Tu fais pas les choses, tu prends pas au sérieux les choses. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, et puis même, tu prends pas les choses au sérieux et tu t'attends à avoir des résultats hyper rapidement. Ouais. Déjà, pourtant, premier jour avec ce produit, je fais 250 € de CA avec 80 € dépensés, tu vois. Donc, j'étais très bien. Et jour 2, jour 3, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, bon, bah, pas ouf. J'ai retesté vite fait une autre créa et je suis passé à autre chose, tu vois. Alors que normalement, c'est pas du tout comme ça. Et c'est une vision que même nous, en tant que e-commerçants, parfois, ça peut nous revenir, mais il faut s'en débarrasser. Il faut vraiment penser long terme. Et c'est ça qui fonctionne. Moi, sur ma marque, en tout cas, c'est ça qui a fonctionné. C'est vraiment penser long terme et surtout, ne pas penser que si ça marche pas, c'est à cause de ton produit. Non, il y a quelqu'un d'autre qui tourne avec. Donc, ça marche forcément. Après, aussi, toute une histoire de concurrence, bien sûr, de time to market. Mais, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de changer de produit un peu trop rapidement. Ouais, 100%. Et toi, qu'est-ce que tu en penses si tu avais de tes côtés Je suis d'accord. Je suis d'accord, 100%. Et moi, très généralement, ce que je vois dans les débutants, c'est ce manque de sérieux.
Et pour moi, quand tu commences une aventure, c'est tu commences un nouveau métier quasiment en fait. Donc en fait, prends les choses au sérieux, comme un comptable, un prof, un banquier prend son métier au sérieux, fais la même chose avec l'e-commerce. Donc si tu peux bosser 8 heures par jour, vas-y, parce que ça prendra du temps, et ne pas s'attendre à des résultats au bout de 2 mois. Tu peux les avoir en soi au bout de 2 mois, mais ne t'attends pas à les avoir, sinon tu vas être trop déçu, parce que je pense que les probabilités que tu en aies des résultats au bout de 2 mois, elles sont beaucoup plus faibles plutôt que tu n'en aies pas. Et en fait, tu es dans une phase d'apprentissage, je dirais, pendant des 6 premiers mois en e-com. Et en vrai, éternellement, tu apprends des choses, bien sûr, mais tu apprends tellement de choses en l'espace de juste tes 6 premiers mois en e-commerce que, et il y a de grandes chances que ça fonctionne pas. Qu'en fait, au début, tu vas avoir une grosse phase de motivation, d'excitation. Tout le monde là. Tu sais, tu commences une nouvelle aventure, tu es ultra excité, let's go. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois que t'as pas les résultats que tu espérais avoir. Et là, tu traverses la période de désert. Et là, tu as 90% des gens qui abandonnent parce que du coup, ils remettent les pieds sur terre, ça fonctionne pas, c'est chiant. Et je pense que c'est dans cette période-là où on voit la différence entre ceux qui réussissent sur le long terme et ceux qui justement abandonnent. C'est ton pourquoi. Et moi, je le vois ça. Beaucoup de débutants n'ont pas de pourquoi. Ils font pas les choses pour une raison, tu vois, précise, une raison qui est impactante, qui est forte pour eux. Donc, il y a ce point-là, comme tu disais, technique, la méthode que tu vas suivre, la manière d'analyser, etc. Il y a aussi le côté mindset. Qu'est-ce qui te drive au quotidien? Est-ce que c'est assez puissant pour que même quand tu traverses des mauvaises périodes, ben, tu te relèves et tu continues à aller de l'avant? Mm. Ouais, ouais, totalement. Et sur ce mindset-là, il y a quelque chose que je voudrais ajouter, et je sais pas si dans ton entourage c'est pareil. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui voient l'e-com comme un plan sous un peu, tu vois, ils vont se dire, Oh, bref, ouais, faut mettre combien, tu vois, alors que non, comme tu as dit, c'est un réel métier, et, euh, et au-delà de ça, il faut jouer au jeu à 100%. Donc, si tu arrives, tu fais de l'e-com, tu te dis, vas-y, je vais tester ce produit, que voilà, tu commandes même pas ton produit, tu fais même pas tes vidéos, et t'espères tourner avec, et déjà, t'as déjà perdu avant de commencer, tu vois, parce que tu vas mettre de l'énergie dans la construction de ton site, tu vas mettre de l'énergie un petit peu dans ton analyse des marchés. Euh, Déjà, si tu fais ça, déjà, c'est très bien. ouais, Mais joue le jeu à fond, commande ton produit, fais tes créas, ça. euh, appelle des acteurs, tourne des pubs, et là, ça va fonctionner. Mais si tu vois ça comme un plan sous, argent facile, ben forcément, quand tu vas arriver, que tu vas voir que ça fonctionne pas parce que c'est ton produit ou parce que, je sais pas, t'as mal fait les choses, enfin, forcément, t'as mal fait les choses, mais plus parce que, euh, t'as t'as pas encore acquis les compétences nécessaires. Tu vois, c'est vraiment des compétences que tu vas acquérir. Et comme tu as dit, un cycle de 6 mois où vraiment tu renforces tes compétences, surtout en marketing. Et à force d'être dedans, de comprendre ce marketing, apprendre comment vendre un produit, là, tu vas commencer à performer, Inch'Allah. 100%. Ça, c'est la première chose déjà qui était ultra intéressante, c'est les vérités. Donc, bien bosser, prendre ça au sérieux, suivre une méthode en fait. Généralement, les gens ne suivent pas de méthode, ils suivent juste des petits tutos à droite à gauche, mais suivre un vrai plan d'action, une vraie méthode step by step, ça c'est justement ce qui va te faire réussir en 2025 par rapport à ce qui fonctionnait en 2017, où là, par contre, oui, c'était un plan sous, tu pouvais faire ça et rapidement commencer à avoir de l'argent. C'est plus la même chose. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, 100%. Euh, Comment, de ton côté, tu arrives à valider un produit? C'est quoi tes critères de validation produit? Et tu sais quoi, même je vais être plus large. Comment réussir sa recherche produit pour toi? Moi, déjà, ce que je regarde quand je fais une recherche produit, c'est est-ce que le produit est récent ou non. Euh, il y a ça. Donc, il y a vraiment, est-ce que le produit est récent? Depuis quoi est-ce qu'il tourne ce produit? S'il tourne depuis plus d'un an et demi, je me dis que ça va peut-être être un peu compliqué. Les concurrents sont déjà bien positionnés. Ils ont certainement testé la majorité des angles. Et bien sûr, tu dois creuser et valider tout ça dans ton analyse de marché. Mais moi, je vais plus sauter sur un produit ou en tout cas mettre ce produit dans ma wishlist quand je vois qu'il a été lancé récemment, que le site est vraiment pas trop travaillé niveau branding, que les créas sont pas non plus incroyables et que le mec a, je sais pas, 100, 150 ads actifs par exemple. Là, je me dis, OK, gros green flag, celui-là, on va l'analyser, on va voir ce que ça donne. Vraiment, moi, je regarde ça. Et comment tu sais si le site il tourne depuis 3 mois, un an et demi? Le site ou le Euh, produit? ouais. Ben là, déjà, tu vas faire une recherche, tu vois, avec des tools, tu vas regarder quand est-ce qu'ont été lancées les premières ads, tu vas regarder aussi quand est-ce qu'a été créée la boutique, et en général, tu arrives à savoir, tu vois, déjà, je veux juste avec des petites extensions comme PP Spy et tout, tu vois la date de création de la boutique, tu vois la date de création de la page produit, donc tu arrives à te faire plus ou moins une idée.
Ok, smart. Et pour toi, il te faut de la concurrence quand tu commences, c'est-à-dire quand il n'y a pas de concurrent, tu es en mode red flag ou pour toi, il faut au moins qu'il y ait minimum un ou deux concurrents déjà qui se font la guerre sur ton marché? Ouais. Moi, quand il n'y a pas de concurrent, red flag un peu. Red Ok. flag, parce que je me dis, s'il n'y a pas de concurrent, peut-être qu'il y a un océan bleu, mais dans la majorité des cas, c'est que les gens ont testé, ça n'a pas forcément pris, etc. Et puis même, en termes de charge de travail, tu vois, je préfère que tu aies un ou deux concurrents qui ont commencé, même s'ils ne sont pas encore très très bien établis, mais au moins, ils ont validé le marché. Et moi, j'appelle ça, tu vois, avec mes élèves et tout, on appelle ça la preuve. Et la preuve, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une preuve qu'un concurrent est pas encore très bien établi, mais qui a lancé le produit il y a à peu près moins de 6 mois. Son branding n'est pas encore incroyable. Pourtant, il tourne avec, il a des ads actives. Et maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour nous puisqu'on va arriver, on va juste analyser ce qu'il a fait, on va essayer de faire mieux ou alors de trouver des angles qu'il n'a pas encore travaillé, faire vraiment une bonne recherche de persona. Et comme ça, tu vas pouvoir te positionner et avoir un meilleur taux de réussite que si tu pars sur un produit où tu n'as vraiment aucun concurrent. Ça va être à toi de tout tester et ça va te demander beaucoup de budget, tu vas te faire ça. 100%. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut avoir un petit peu de concurrence au début, surtout quand tu es débutant. Euh, il faut simplifier en fait le process. Tu vois, on parlait de suivre une méthode, suivre un process pour faire les choses sérieusement. Ben, pour moi, ce process et cette méthode que tu suis depuis le début jusqu'à la fin simplifie au maximum. Donc moi, je suis de la team, quand tu commences, vends un seul produit, monoproduit, direct. Tu simplifies. Va vers des gens qui ont déjà validé le marché, comme tu l'as dit, simplifie. En fait, tout ce que tu fais, essaye de le simplifier. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, les critères que je regarde, c'est au-delà de l'analyse du marché, c'est vraiment sur le produit en lui-même. Est-ce que le produit a une efficacité euh, en moins de 14 jours? Donc en gros, moi j'ai envie de vendre un produit où en gros le client, dès qu'il le reçoit, il est instantanément efficace le produit. Ou en tout cas rapidement. J'ai pas envie qu'il commence à recevoir les premiers bénéfices au bout de 14 jours parce que les clients n'ont pas envie de recevoir les bénéfices au-dessus de 14 jours. Donc déjà avoir un produit qui est rapidement efficace en termes de bénéfices. Et aussi avoir un plan économique solide. Moi, je regarde très souvent le plan économique quand je sur un produit parce que bah, les exigences et les standards des consommateurs ont augmenté, les coûts publicitaires ont augmenté, la concurrence aussi. Ce qui fait que si tu commences à vendre un produit 20 euros sur lequel il n'y a aucune récurrence et tu fais à peine un fois 3, c'est impossible de scaler, tu vois, ce genre de produit. Et dans le plan économique, tu vois, je compte combien tu fais de marge brute sur ce produit-là. Moi, c'est minimum 75 et le panier moyen. Si jamais il n'y a pas de récurrence, parce qu'au début, je trouve que la récurrence, quand tu es débutant, ça peut être compliqué, vendre du consommable, etc. Ça peut être un peu plus chiant dans le process, en tout cas de mise en place. Je regarde minimum 70 euros de panier moyen. Si je vends un produit moins de 70 euros, j'estime que je fais pas assez de marge par commande. Et du coup, à la fin de la journée, avec toutes les commandes que je vais avoir, je fais pas assez d'argent à réinvestir dans mon marketing le lendemain. Donc, je regarde beaucoup le plan économique. Est-ce que mon produit peut être plus ou moins mainstream? Et est-ce qu'il est efficace rapidement? Et dès que je vois que tout ça, déjà, c'est au vert, je le valide. Et ensuite, là, je commence la phase d'analyse de marché, de concurrence, etc. Et quand je vois que, Ok. comme toi, il y a de la concu, ils font de l'argent, je vois qu'il y a du volume de recherche sur SEMrush, sur Google Trends, je vois que sur les réseaux, il y a des vidéos qui sont virales sur ce produit-là sous les 30 derniers jours sur le marché francophone. C'est que des red flags, enfin des green flags, pardon. Et là, let's go, je valide et j'y vais. Ok. Bah, tu vois, en fait, tout ce que tu as dit, moi, je le fais, mais dans un second temps. D'abord, en fait, je vais faire ma recherche un peu plus rapidement où je me dis, voilà, depuis combien de temps est-ce qu'il tourne? Est-ce que le site est trop brandé ou pas assez brandé? Et vraiment, pour moi, c'est vraiment un gros green flag. Tu vois, quand tu vois un site qui tourne depuis Ouais, moins de 6 mois, qui a plein d'ads actives, c'est vrai. un site pas brandé, des ads, je me dis tout de suite, ok, produit intéressant. Bien sûr, après, tu as la phase où forcément, tu dois voir si, comme tu dis, le point économique est bon. Est-ce que tu vas faire x4 en marge, x5 en marge? Après, est-ce que je vais jusqu'à 70 euros? Pas forcément. Moi, vraiment, j'essaie d'être au-dessus des 45, tu vois, quelque chose comme ça. Je Ok. trouve que c'est pas mal. Mais par contre, tu vois, tu parlais de consommables. C'est clair que quand on parle de consommables, souvent, on va penser à la cosmétique, aux Complément compléments, etc. alimentaire. Ouais. Mais pour moi, il y a pas que ça parce que souvent, euh, tu as d'autres moyens d'avoir une bonne LTV sans forcément avoir du consommable. Tu vois, tu peux Oui. par exemple avoir ton premier article que tu vas vendre, ton produit d'appel, et par la suite,
tu fais une bonne séquence mail où tu vas engager le client sur ta marque et petit à petit, gentiment venir lui proposer d'autres produits qui vont compléter un peu ce premier produit. Et donc comme ça, même si tu n'es pas forcément sur du consommable, tu vas pouvoir améliorer ta LTV et faire en sorte que, ok, peut-être que sur ton produit d'appel, t'es rentable. Forcément, on va pas être en perte dès le départ, même s'il y en a qui le font. Ouais. T'es rentable, mais tu deviens encore plus rentable avec le temps parce que derrière, tu as toute une liste de produits que les clients aiment et que vont acheter Ok. par la suite. Et en fait, on parle d'upsell et de cross-sell dans ce cas-là? Euh, Moi, je parle non pas forcément sur le Ok. panier, pas forcément sur la première vente. Sur la première vente, bien sûr, il faut quand même essayer d'ajouter un maximum Ouais. d'upsell, etc., faire tes tests pour que dès la première vente, euh, tu puisses augmenter ton panier moyen à un maximum. Mais une fois que cette première vente est faite, derrière, je trouve que c'est indispensable d'avoir une séquence mail post-achat où là, tu vas engager ton client sur ta marque en lui partageant ta vision, en présentant les Ouais. firmware, etc. Il faut qu'il soit vraiment impliqué, lui parler de peut-être d'autres problèmes qu'il aurait et en faisant ça, tu viens vendre des produits, tu vois. Pareil, sinon en faisant faire les campagnes, des ads autour d'autres produits de ta marque, mais seulement pour les gens qui ont déjà acheté, tu vois, de tous ces moyens-là. Et ces produits-là que tu fais acheter en back-end, tu les vends pas justement dans le front-end, c'est-à-dire sur ton site? Tu les proposes pas? Si tu peux aussi les proposer, mais tu t'es pas forcément obligé de faire des ads dessous parce que c'est peut-être des produits où si tu fais des ads, tu vas pas être hyper rentable ou bien ça attire moins en tout cas Ok. que ton produit d'appel. Tu vois, mais tu peux très bien les avoir sur ton site. Ok. Tu conseilles monoproduit au début? On enlève cross-sell, pour moi oui on les met, mais est-ce que tu conseilles d'avoir un seul produit d'appel, un seul vrai produit principal ou tu conseilles d'en avoir plusieurs? Moi, je conseille d'avoir un seul produit au départ, un seul, euh, pour que vraiment en fait tu te focuses sur ce produit-là, rechercher tous les angles que tu vas pouvoir mettre en avant dans ce produit, identifier les différents personas et vraiment devenir l'expert sur ce produit-là. Et après, par la suite, bien sûr, après sur ton site quand même, sur ton site, il faut toujours peut-être d'autres produits sur ton site, mais des produits complémentaires à celui-là, tu vois, dans la même niche, tu vois, Ouais. afin que quand le client se balade sur ton site, il voit pas que tu es un seul produit, parce que ça peut faire un peu bizarre, mais ça va plus être des produits vitrines, tu vois, qui sont pas vraiment là pour être vendus. Ça va être des produits que tu vas mettre non soldés, par exemple, pour montrer que voilà, t'as que un seul produit qui est soldé et que tout le reste sur ta boutique, ça a un prix quand même assez élevé, du qualitatif, etc. Mais ouais, au départ, vraiment monoproduit sur les ads pour, euh, pour se plonger dans ce produit, parce que si tu as, je sais pas, 5 produits que tu essaies de puber en même temps, tu pourras pas avoir le même focus sur chaque produit, 100%. à la voir si on a un dans celui. Ouais, 100%. Ok. Euh, on va dire que on a la bonne mentalité, on a trouvé le bon produit. Comment tu arrives maintenant à créer une offre irrésistible, une offre qui va faire baver le client? On ne parle pas du moins 50% sans justification, on s'est compris. Comment toi tu arrives à créer une belle offre irrésistible pour que dès le jour 1, c'est bon, il y a de l'achat qui tombe? Alors, moi, je vais partager ce que je fais. En gros, pour moi, tu as le concurrent. Donc déjà, tout est un peu calqué sur le concurrent. Donc tu vois que ton concurrent, ou bien que tes concurrents, ils ont tel type d'offre. Ok, eux, ils ont validé le marché avec ce type d'offre-là. Ils scale avec ce type d'offre-là. Donc eux, ils sont à leur jour, je sais pas, jour 200. Et toi, tu es à Ouais. ton jour 1. Donc déjà, pars sur la data que eux ont. S'ils ont mis ça en place, c'est pas du hasard. Ils ont dû tester, valider différentes offres et celle-ci, c'est celle qui marche le mieux. Donc dans un premier temps, je vais me calquer sur le type d'offre du concurrent, tu vois. Ensuite, dans un second temps, lorsque ça y est, j'ai validé ma traction, je fais des ventes, etc., dans un objectif d'optimisation, là, je vais A/B test différentes offres et de manière logique. En fait, je vais me poser, je vais regarder la problématique du client, et je vais me dire, OK, déjà, est-ce que ce produit, s'il en achète deux, est-ce que c'est cool pour lui ou pas? S'il en achète deux ou trois, est-ce que c'est cool pour lui? Si c'est le cas, je vais faire des bundles, par exemple, tu vois, deux achetés, un offert, etc. Maintenant, tu as des fois où je vois des gens qui font des bundles sur des produits où tu sais que tu peux en acheter qu'un seul et ça te suffit pas. Et moi, je l'ai fait cette erreur. Hmm. À un moment, je vendais une civière dorsale, pareil, c'était à mes débuts. Et j'avais bien tourné avec, je la vendais à Suède. Et j'avais fait un bundle dessous, sauf que ça marchait pas parce que une civière dorsale, donc en gros, c'est un produit sur lequel tu vas t'allonger et ça va courber ton dos de manière à ce que tu te sentes mieux. Tu vois, ça t'enlève les Ouais. douleurs du dos. C'est un produit que j'utilisais personnellement, ça Mais marchait les très gens bien. n'en achètent pas deux.
Non, parce que t'en as besoin que d'une chez toi, tu Oui. vois. Même si t'es avec tes enfants, ta femme, etc., tu vous la prêter, tu vois. Donc, le bundle n'a pas d'utilité sur ce produit-là. Ouais. Par contre, avec le temps, ce que j'aurais dû faire, c'est ajouter, par exemple, je sais pas, des produits pareils qui vont améliorer, Complémentaire. ouais, complémentaires, qui vont améliorer la posture du dos. Tu vois, par exemple, un petit correcteur de posture ou bien même des produits comme ça, en fait, tu vas proposer en cadeau. Je trouve que c'est top. Et après, tu vas A/B test. Mais les cadeaux dans Ouais. les offres, je trouve que c'est pas mal Ah, de parce ouf. que déjà, en fait, t'as plein de petites choses que tu peux ajouter qui sont très légères et qui coûtent vraiment pas très cher auprès de ton agent. Voire Et quasi tu zéro, hein. l'ajoutes. Ouais, quasi zéro. Tu l'ajoutes, même des fois, ça va te coûter 1,50 €. Tu l'ajoutes dans ton colis. Ça ne te coûte pas plus cher puisque c'est au poids à peu près. Et puis, s'ils sont pas très volumineux. Et ça donne une plus grosse valeur perçue. Donc, les cadeaux, c'est pas mal. Mais vraiment, penser comme ça, penser concurrent. Une fois que tu as validé, là, tu vas faire des A/B tests. OK, pendant 2 jours, je teste cette offre-là. Pendant Ouais. 2 jours, je teste elle. Pendant 2 jours, je teste elle. Laquelle, avec laquelle j'ai été le plus rentable? OK, celle-là, on la valide. Et en fait, tu fais ça pour plein de choses, même pour tes Et quand potes. tu testes au début, tu fais pas d'offre, c'est juste ton produit principal, tu testes, tu vois, et là, s'il y a de la hype, tu commences à faire des offres? Au départ, quand je teste, j'ai la même offre que le concurrent. Ok, et genre si ton concurrent, dès le départ, il a un bundle, toi, tu fais un bundle dès le jour 1? Ouais, ouais, Ok. dès le jour 1. Donc, je me dis, lui, il est parti sur cette offre-là. Je veux valider l'attraction. Faut que je fasse exactement comme lui. Lui, c'est la preuve que ça marche pour lui. Donc, faut que je fasse la même chose. Ok, smart, de ouf. Les cadeaux, je te rejoins. Ah, mais les cadeaux, je te rejoins. Et des fois, ça coûte vraiment zéro. Admettons, tu vends un élastique de muscu maison, tu rajoutes un e-book avec 50 exercices d'élastique à la maison, ça te coûte rien, tu l'as fait gratuit et la valeur perçue, en fait, elle augmente. Et c'est là le cheat code des cadeaux, c'est la valeur perçue qui augmente. Et comme tu disais, des fois, ça te coûte zéro, voire très peu, et tu peux augmenter le prix. Et du coup, tu fais plus de marge, en fait. Tu fais plus de marge et tu as plus d'achats parce que du coup, beaucoup plus de gens vont acheter puisque la valeur perçue est beaucoup plus élevée. Donc, tu améliores ton taux de conversion, tes marges, tu améliores tout. Donc, je suis d'accord avec toi. Pour moi, une vraie offre irrésistible, c'est des cadeaux. Les bundles, forcément. Moi, je considère que 3 bundles, ça a toujours mieux marché, d'après ce que j'ai testé, que 2. Donc maintenant, je fais 3 bundles et tu sais, je fais un peu cette offre de contraste. La première, c'est que mon produit, elle, je sais que le but, c'est pas qu'elle part. Elle qui est précochée, c'est celle du milieu. Et la troisième, elle est bien plus chère, mais il y a une petite différence entre la deuxième. Et j'ai l'impression quand tu fais 3 bundles, tu fixes sur la deuxième, qui est beaucoup plus rentable, avec des cadeaux, généralement, tu as une offre qui va partir, hein. Mais avoir de la logique derrière. Et là, tu vois, toi, tu parlais de logique bah, en fait, tu vendais quelque chose pour les cervicales, enfin, pas pour les cervicales, pardon. Si, c'était non, pour le dos, c'était? Pour le dos. Ouais, pour le dos. Tu vends quelque C'est chose vraiment pour le ça. dos, tu sais logiquement que les gens vont pas en acheter plusieurs. En fait, quand tu mets un peu de cohérence, de recul et de logique, là, tu arrives à voir est-ce que les gens vont en acheter 2 ou 3. Est-ce que ça sert d'en acheter 2 ou 3? Oui, bah alors 2 achetés, 1 offert. Si tu vois que juste un seul produit, ça va, rajoute plutôt des produits complémentaires, mais des autres produits qui vont aider justement à l'expérience cliente avec ton produit principal. Et en vrai, quand tu mets logique, bundle, produit offert, généralement, tu as une belle offre Ouais, qui part bien. franchement, là. Ouais, 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 clairement. Et en testing, tu vas partir sur quelle offre, toi, du coup? Tu vas te poser et te demander qu'est-ce qui est le mieux pour mon client? Ou bien, pareil, tu Moi, vas faire cette généralement, quand démarche je direct. teste, en fait, j'aime bien ta méthode de voir les concurrents. Il y a quelque chose qui marche bien, qui a été validé après des années de test ou des mois de test. Donc forcément, c'est que ça marche. Ouais, je suis d'accord. Et je suis aussi de la team de quand tu démarres, simple, mais que ton produit, pas de bundle, rien. Et en fait, si tu vois que les gens achètent sans aucune offre, c'est que là, il y a vraiment une traction. Et donc là, tu peux rajouter un bundle. Par contre, si tu testes ton produit seul, sans bundle, sans rien et que ça part pas, bah dans ce cas-là, essaye de tester, tu vois, avec des bundles, des offres ou quoi que ce soit. Mais au début, moi, je teste juste mon produit simple. Ok, ok, je vois. Mais c'est marrant parce que tu vois, on a des méthodes différentes qui marchent. Tu vois, pour toi, pour moi, ça fonctionne. Et c'est là où tu te dis qu'en fait, tu as trop de choses à tester avant vraiment de te dire, justement, comme tu disais au début, bah, mon produit fonctionne pas, je repars à zéro. Clairement, clairement. Et ça, c'est une erreur que, franchement, je l'étonne, en fait, cette erreur. Mais il faut pas, parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez juste rentrer dans une boucle et vous allez jamais sortir de cette boucle parce que vous allez toujours vous dire, OK, c'est pas le bon produit. Je vais tester lui, il a l'air mieux. Ah, OK, non, lui, il est pas ouf. Parce que forcément, des fois, vous allez tester un produit et tout va fonctionner directement. Mais c'est très rare, en fait, que tout s'aligne, comme on a vu avant, l'offre, la créa, les promesses sur la landing page, et tout soit aligné pour que vous fassiez des ventes. C'est quand même assez rare.
C'est pour ça que vraiment, non, il faut se prendre la tête sur son produit et c'est comme ça que ça fonctionne. 100%. Ok. On arrive à ce stade où tu as la bonne mentalité, tu as le bon produit, tu as la bonne offre. Maintenant, faut tester. Alors, on parle de plusieurs choses. On parle de la créa, c'est 80% de ton succès. On parle de faire un testing Facebook sur 3 jours avec 50 € de budget par jour. Parmi tout ce bordel qu'un débutant peut entendre sur TikTok, sur X, sur YouTube, etc., toi, quelle est ta méthode de test? Pendant combien de temps? Pourquoi? Combien de créa? Dis-nous tout. Sur la méthode de test, moi, je serais plus sur faire un maximum de créa possible, tu vois. Hmm. Pour moi, déjà, le minimum, c'est quatre créas. Euh, et vraiment, franchement, si tu peux en faire plus, fais-le. Mais si tu t'arrêtes à une ou deux créas à tester, c'est pas bon, tu vois. Même quatre, en réalité, ça va. Mais déjà, toi, ce que tu dois chercher, et ce qu'il faut comprendre aussi en testing, et c'est là où beaucoup de personnes se trompent, c'est qu'en testing, ce que tu dois viser, c'est valider une traction. Donc, Hmm. qu'est-ce que c'est valider une traction? C'est soit tu as un bon CPC avec des ajouts au panier, soit tu fais des ventes. Mais déjà, juste un bon CPC avec pas mal d'ajouts au panier, tu as validé une traction. Ça va juste être à toi de faire des ads qui peut-être donnent encore plus envie, de mieux travailler ta landing page, qu'est-ce que tu as mis comme promesse, Ouais. est-ce que tu as de la preuve, est-ce que tu as de l'autorité, social proof, etc. Maintenant, dans quel ordre ça fonctionne le mieux, etc. Et souvent, c'est le 80-20 dans ça, ça va quand même être les créas, tu vois, vraiment faire les meilleurs créas possibles, te poser, regarder ce qu'a fait ton concurrent, regarder ce qui se fait sur le marché, et voilà, faire un maximum de bonnes créas. Pas faire des créas pour faire des créas, mais vraiment faire des bonnes créas que ton avatar, lorsqu'il le regarde, il se dit, ok, C'est ce trop, produit c'est est pour clean. moi. Ouais, ouais. Et c'est pour moi surtout, genre, Ouais, bien je me sûr, il se reconnais dans reconnaît, il cette vidéo, s'identifie, ouais. c'est mes problèmes, ça va m'aider dans ma Ouais. vie. 100%. Et c'est là où nous, ça commence à être différent, c'est que toi, c'est Facebook Ads. Moi, c'est plus Orga. Après Facebook Ads direct, hein, bien sûr, je rejoins le navire. Mais moi, pour commencer, organique, TikTok, Insta. Gros travail au niveau de la veille à devoir réaliser. Déjà, un gros travail sur identifier tes top angles marketing, tes top formats à tester. Et ça, tu peux le voir avec des mots-clés sur TikTok dans la barre de recherche. Tu vois tes vidéos dans ta niche, dans ta thématique qui sont vraiment devenues virales. Très souvent, c'est les mêmes formats, les mêmes angles marketing. Une fois que tu as identifié ça, ensuite, tu peux croiser ton angle marketing, tu testes avec 3 formats, ton deuxième avec 3 formats. Et là, en fait, ça te fait déjà une vingtaine de vidéos à tester. C'est gratuit, tu montes en compétence, tu as ton produit à la maison, et c'est ce qu'on disait, tu vois, tu disais tester votre produit, voilà, faire les choses sérieusement, tu as ton produit à la maison avant même de le tester, tu fais ton propre content au début, et après tu balances. Nous, on balance la sauce, et si tu peux faire 3, 4 contents organiques par jour, Insta plus TikTok, vas-y, let's go. Et généralement, si tu fais bien les choses, t'as pas des résultats au bout de 3 semaines, tu peux avoir des résultats dès le jour 1. Il y en a en tout cas qui en ont eu, maintenant c'est pas la majorité, mais au bout de une semaine, 2 semaines, tu as déjà un bon feedback du marché. Et les algorithmes maintenant sont tellement approfondis que même pour l'organique, ils savent cibler les bonnes personnes qui ont le bon problème s'ils t'en parlent bien. Donc ça, c'est cool. Et après, si tu arrives à faire, bah, comme tu l'as dit, si tu vois qu'il y a une traction, c'est-à-dire tu fais des stats sur tes vidéos, tu vois que dans les commentaires, les gens sont satisfaits, en tout cas sont intéressés, ou même tu arrives à faire des ventes tous les jours, là, ok, tu as peut-être un bon petit product market fit, t'approfondis, ou si jamais tu as fait des ventes, tu passes en ads directement pour ce qu'il est. Bon. Non, non, franchement, ta méthode, tu sais, il y a 2 ans en arrière, tu m'avais dit, ouais, t'en penses quoi de tester en organique et tout? Je vous redis, non, franchement, pas ouf. Et même en vrai, récemment, j'aurais pu avoir cette réflexion. Mais depuis que tu m'as dit, enfin, il y a ça, depuis qu'on a parlé, mais aussi, surtout, depuis que je suis sur les réseaux et je fais de l'organique, mais pour Ouais, la personal brand, tu vois. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que l'organique, c'est vraiment hyper formateur parce que t'as pas le choix que d'être bon sur le hook, t'as pas le choix que de comprendre comment. Ok, tu as un bon hook, mais maintenant, comment est-ce que tu fais une créa qui maintient l'utilisateur à regarder ta vidéo et ne pas scroller? Tu vois, tout ça, tu vas le comprendre en faisant de l'organique. Et avant, j'étais plus dans une démarche où, ouais, faire de l'ads, c'est mieux. Et franchement, je le suis toujours. Je suis toujours quand même team ads parce que Ouais. pour moi, une ads, une vidéo que tu vas faire en pub, elle a pas forcément besoin de viralité. Alors qu'en Ouais. organique, tu dois chercher la viralité. Donc, c'est quelque chose que tu dois faire et qui se fait totalement. Mais en ads, une vidéo qui n'est pas virale, elle peut très bien fonctionner. Donc, tu as plus de potentiel que ça fonctionne, mais tu vas payer. Alors que l'organique, par contre, c'est formateur.
quand tu commences, tu sais pas encore faire des vidéos, bah, va faire tes C'est armes ça. en organique. Et honnêtement, c'est vraiment une bonne façon de penser, surtout pour les débutants. C'est ça, de ouf. Et moi aussi, je suis de la team ads, mais en fait, je vois ça, si tu veux, comme des paliers. Genre, palier numéro un, tu fais de l'orga, tu testes l'attraction, tu la valides, et là, par contre, tu continues l'organique, bien sûr, mais là, c'est l'ads. Parce que le gros point faible de l'organique, c'est que tu peux pas faire 30 000 balles par mois en e-commerce en orga, c'est pas possible. Ça, il faut faire de l'ads. Donc, si tu veux vraiment péter ce plafond de verre niveau chiffre d'affaires mensuel, hebdomadaire, journalier, c'est avec de l'ads où là vraiment ta diffusion elle va faire x10, ton trafic il va faire x10 et tes revenus ils vont faire aussi x10. Donc là-dessus je te rejoins 100%. Moi, j'ai une petite question sur ton process de créa organique. Comment est-ce que tu vas faire tes hooks? Comment est-ce que tu vas faire tes créas organiques en général? Est-ce que tu as une trame bien précise que tu utilises? Comment est-ce que tu dois... Imagine, là, tu dois lancer un produit. Qu'est-ce que tu fais pour tes créas? Alors déjà je fais un énorme travail de veille où je me fais un gros tableau avec plusieurs colonnes. Chaque colonne est égale à l'angle marketing de la vidéo, le format, l'émotion de la vidéo. Je regarde tout. Pour vraiment essayer de décrypter, tu vois, genre vraiment point par point chaque vidéo qui a fait que vraiment elle a eu une équation à succès. Je fais ça, mais vraiment sur une trentaine de vidéos par jour. Au moins, je me retrouve avec un énorme tableau, avec des centaines de contenus sur lesquels j'ai fait de la veille que je peux potentiellement reprendre, sur lesquels en tout cas je peux me baser. Ça, c'est premier travail. Deuxième travail, l'équation à succès. Format fois angle marketing fois persona fois produit. Et en gros, là, tu as 4 éléments qui se multiplient. Et le but, c'est à chaque fois de tester une équation. Une équation est égale un contenu. Et juste, tu changes un élément de l'équation est égal à un nouveau contenu. Donc, si tu veux, je vais prendre tous les formats. Donc, avant, après, green screen, unboxing, et il y en a plein d'autres, POV, etc. Et je vais prendre tous mes angles marketing, admettons que j'en ai 3. Et du coup, je vais tester un angle marketing sur tous ces formats, le deuxième sur tous ces formats, le troisième sur tous ces formats, etc. Et à chaque fois aussi, je vais tester des personas différents. Admettons, je vends un produit cosmétique, je vais tester la meuf qui a entre 18 et 25 ans qui est en mode skincare addict. Ensuite, je vais tester la maman qui a entre 25 et 35 ans, l'homme qui a entre 18 et 25 ans qui veut prendre soin de lui. Et en fait, juste si tu prends chacun de ces éléments-là, tu peux vraiment faire des crosses entre guillemets équations. Tu peux faire des connexions où vraiment ça te fait des centaines de contenus. Et après, pour tout ce qui est vraiment création de contenu, en termes de hook, je réfléchis à comment je peux capter l'attention de ma cible en 3 secondes. Et très généralement, je vais faire en sorte qu'en 3 secondes, la personne qui tombe sur mon contenu, on sache à qui je m'adresse et de quoi je vais parler dans ma vidéo. Donc en gros, le but, c'est que le persona qui fait la vidéo, ça soit ma cible. Je parle à une femme qui est obèse entre 35 et 45 ans, je vais mettre sur mon contenu une femme obèse de 35-45 ans. Au moins, on va s'identifier. Et deuxièmement, la première phrase qu'elle va balancer, ça va être la problématique auquel elle fait face. Au moins, la personne qui regarde le contenu va se dire « Oh, c'est la problématique à laquelle je fais face, du coup, je regarde parce que peut-être je vais trouver une solution. » Et ça, au moins, en 3 secondes, j'ai capté l'attention. Et après, storytelling, histoire, et après, tu mets pas mal de choses, des open loops, des patterns interrupts, etc. Ok, ok, pas mal. Donc, toi aussi, dès le départ, tu vas commencer directement avec des créateurs UGC un peu. Je peux commencer avec des créateurs UGC si jamais je suis pas mon propre avatar client. Si je le suis moi-même, je fais mon propre content. Oui. Ok. Ah, donc, on peut Et trouver d'ailleurs, des je vidéos de conseille. toi sur Meka, enfin, sur TikTok. Euh, Tu joues le client, en fait, du coup, direct. ouais, c'est ça, 100%. Je joue le client. Et moi, j'aime bien, tu vois, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, si on fait un petit bond en arrière rapidement, de la recherche produit. Quand je suis débutant, c'est quand même pour moi un critère important de se dire, est-ce que je peux faire mon propre contenu? Est-ce que je suis l'avatar client? Et en fait, tu vois, on parlait de simplifier le process. Mais quand tu es l'avatar client de ton propre produit, tu simplifies. Parce que tu vas savoir les mots à utiliser, le copywriting, les images, tu vas savoir l'offre irrésistible à devoir créer. Tu vas simplifier absolument tout. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Et je pars là-dessus, après je bombarde. Là, c'est vraiment une question de volume. Si tu fais un contenu par jour, c'est OK. Si t'en fais 4, c'est 4 fois mieux, en fait. Et tu auras de résultats 4 fois plus rapidement. Et après, dès que t'en as, par contre, là, c'est ads, directement. Et moi, ce que je fais, c'est je reprends le budget que j'ai généré en organique. Au moins, je mets rien de ma propre poche. Et je reprends tous les contenus qui ont bien converti en orga. Et je les fais en ads. Et je pense que tu le sais, hein, c'est les mêmes formats, les mêmes concepts, les mêmes choses, etc. Donc ça a de grandes chances de marcher. Ok, ok. Non, je vois, c'est nickel. Au niveau de la lecture des datas, beaucoup de débutants, moi j'ai l'impression, et c'est très compliqué d'interpréter correctement les datas. En soi, je pense que n'importe quel débutant peut définir ce que c'est un ROS, un CPA, un CPC.
Par contre, l'interpréter suivant la situation dans laquelle il se trouve, c'est beaucoup plus complexe. De un, t'as les émotions. Putain, j'ai pas été rentable. Vite, vite, vite. Je suis en train de perdre de l'argent. Et de deux, t'as ce truc de, OK, j'ai eu des mauvais résultats. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Comment toi, tu arrives à lire les datas pour justement prendre les bonnes décisions? Ok. Vas-y, je te réponds sur ça. Après, il y avait par rapport aux UGC, etc. Je voulais poser une question ici, Ok. les appos. Mais ouais, donc, du coup, comment est-ce que je vais lire la data? Bah, vraiment, comme je t'ai dit, tu vois, moi, j'essaie de repérer une traction au départ, mais que lorsque je fais mon test, il me faut un bon CPC pour me dire que, ok, la créa est pas mal. En tout cas, les gens ont l'air intéressés par ce que je propose. Et quand même des enjeux au panier pour me dire que, ok, la LP, euh, elle a l'air de pousser quand même à l'enjeu au panier, donc c'est bien. Et le mieux, c'est de faire des ventes. Mais si je fais pas de vente dès le premier jour, eh bien même, enfin quand même, il faudrait que je fasse quand même une vente dans les 72 heures, c'est quand même important. Mais au moins, si j'ai quand même déjà mon CPC bien âgé au panier, je me dis que, ok, bah il y a une traction. Maintenant à moi d'aller chercher de meilleures vidéos et de mieux comprendre la demande de mon client. Et voilà. Donc tu regardes beaucoup CPC à jouer au panier. Si jamais il n'y a pas de vente, si jamais il y a des ventes, tu regardes en gros combien de ventes à peu près tu as. Et c'est quoi pour toi un bon CPC? Si tu dois donner une tranche? Après, ça va vraiment dépendre de ton marché, mais en France, Ouais. j'estime que si tu as un CPC en dessous de 70 centimes, c'est bien, tu vois. En dessous de 50 centimes, ça commence à être vraiment top en France. Et à jouer au panier? À jouer au panier, bah là, ça va dépendre quand même de ton panier moyen, enfin ouais, de la valeur de ton panier. Et moi, je dirais quand même, imaginons que tu vends un produit à 40 euros, c'est bien d'avoir des ajouts au panier à 10 euros max, tu vois. Ok. Ou même, franchement, 6 jours 1, t'as, vas-y, 15, ça va. Déjà, t'as des ajouts au panier. En fait, il faut que, et je regarde même pas, franchement, les Oui, tu ajouts regardes au le panier, coût je par regarde un pas. jeu au panier en fait. Ouais, en fait, non, c'est pas ça, justement, je regarde plus le pourcentage, tu vois. Ça, Ah là, voilà, plus ok. ok, par rapport au trafic. Je me dis, si t'as au-dessus de 8%, Ouais, ça commence à être intéressant, tu vois. je suis d'accord. 8% d'ajouts au panier, c'est intéressant. 100%. Ok. Ouais, ouais, du coup, donc, si ça te dérange pas, par rapport à la façon dont tu fais tes ads, du coup, donc, tu vas envoyer le produit euh, Mon à avatar? ouais, à ton Avatar UGC, client. ouais. Ok. Parce que moi, Parce dans que tu vois. l'UGC, c'est ça. Justement, je prends quelqu'un qui ressemble à mon avatar. Ok. Ok, ok. Et au niveau des briefs, du coup, comment est-ce que tu vas faire pour t'assurer que tout soit bien mis en place, etc. Au niveau des briefs, moi je fais pas de script. Voilà, en fait, ça aussi c'est une différence entre un script et un brief. Script, c'est vraiment mot par mot ce que tu vas lui dire de dire, de faire. J'aime pas. J'aime bien laisser la liberté finalement à la personne parce que je sais que c'est son métier. Par contre, brief, je lui dis c'est quoi ma proposition de valeur. Je lui dis c'est quoi le format, le but de la vidéo, ce que j'attends de cette vidéo-là, combien de temps à peu près elle doit durer. En fait, je délimite un petit peu. Je mets les limites de ce que la personne doit respecter et après je la laisse faire. Des fois c'est nul, des fois c'est moyen, et des fois c'est genre ça va au-delà, tu vois, de mes espérances. Donc dans le brief, c'est juste je délimite pour faire attention à ce que ça aille pas trop, tu vois, à droite à gauche. Ok, je vois. Et non, c'est pas mal. Et du coup, un débutant, tu vas le conseiller de, du coup, envoyer son produit au créateur de contenu pour qu'il fasse du contenu avec. Ouais. Ouais, t'envoies ton produit, t'envoies ton brief. Euh, Très généralement, teste deux UGC. Moi, je vais jamais sur une seule. Je trouve que c'est trop risqué. T'en testes deux tout le temps. T'as test en fait dès le début. Au moins, tu vois quelle est la meilleure. Et en fait, c'est tout le temps des AB tests pour moi les UGC. Et t'envoies ton brief, tu peux le faire avec ChatGPT, le faire reviser avec ChatGPT, etc. Et tu l'améliores aussi sans cesse, ton brief. En tout cas, tu l'AB testes aussi. Et voilà. Ok. Et au niveau du budget par vidéo, t'en es à combien à peu près avec les créateurs que tu utilises et tout, c'est sur combien par vidéo? Moi, j'aime bien fonctionner sous contrat. Si tu veux, en gros, j'aime bien travailler avec la personne sous 30 jours. Ce qui fait que je lui dis, bah, toi, tu vas me générer tant de vidéos sous 30 jours. Je dis n'importe quoi, 4. L'équivalent de une par semaine. Là, ça dépend des longueurs de vidéos. Ça dépend, en fait, comment va se passer l'exécution. Mais généralement, pour 5 vidéos, enfin, pour 4 vidéos, tu peux l'avoir à 250, 300 euros. J'arrive facilement, tu vas en avoir une en tout cas, qui est bien. Tu vois, genre, c'est son métier, elle fait les choses bien. C'est pas Jojo le Clodo, 30 abonnés sur Insta, elle a jamais fait de vidéo, quoi. Mhm. Ok, ok. Ok, mais c'est marrant parce que tu vois, justement, moi, j'avais cette problématique, enfin, pas, enfin, pour moi, quand j'ai commencé, en tout cas, il n'y avait pas tous les créateurs UGC. Ouais. Donc, je fais un truc qui est vraiment pas mal. Tu vois, par exemple, cet été, j'ai fait un tournage.
Enfin, j'ai fait des créas et la créa, on est revenu à 6 euros. Tu vois, 6 euros la créa. Et en gros, comment est-ce que je fais ça? C'est en 2021, du coup, quand je commençais, etc., que je cherchais à faire, enfin, quand je commençais à lancer ma marque, je cherchais, tu vois, du coup, des créateurs de contenu. Mais je trouvais que c'était hyper cher. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas encore toutes ces plateformes comme maintenant sur Instagram. Quand tu tapes UGC, t'avais rien. Et du coup, Yuji et tout ça, ouais. ouais, voilà. Du coup, ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on a toujours fait, au final, j'ai jamais vraiment travaillé sur des plateformes, c'est que on va louer un Airbnb. Donc, que ce soit dans ta vie ou alors tu peux monter sur Paru. Mais dans ta vie, ça se fait ici. Tu loues un Airbnb et tu vas aller sur des groupes Facebook dans la ville du Airbnb, des groupes Facebook d'acteurs, de comédiens, et tu vas poster une annonce. Tu vas poster une annonce, par exemple, je recherche tel comédien âgé de, là tu mets ton avatar, pour un tournage payé 50, 100 euros l'heure, tu vois. Donc la personne va dire, tu vas avoir plein de personnes déjà, parce que tu as plein de personnes qui sont intermittents du spectacle et qui, voilà, qui seraient vraiment intéressées par 100 euros, 50 euros l'heure pour faire des créas. Elles vont t'envoyer un message et là tu leur dis, bah ok, tu leur donnes l'adresse du Airbnb et tu dis, voilà, ça va être un tournage de 2 heures. Sauf qu'en 2 heures, tu as le temps de faire énormément, énormément de Tu créas. prépares en plus le tournage, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu es là aussi pour contrôler s'il y a quelque chose qui a mal été dit. Tu vas reprendre la personne, tu vas lui dire, dis le plus sur cette intonation-là. Les hooks, pareil, tu peux tout vérifier. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de faire des créas parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Et tu peux faire tellement, tellement d'ads en 2 heures qu'au final, avec 100 euros, tu te retrouves avec minimum 10 ads, tu vois, c'était bon. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important, surtout pour un débutant qui voilà, veut se lancer en e-com. On sait qu'il faut jouer le jeu à fond, faire son propre contenu. Mais souvent, quand tu dois faire ton propre contenu, tu te dis, bah vas-y, 200 euros ou 350 euros pour 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, c'est cher, tu vois. Ouais. Alors que tu fais ton contenu toi-même, tu as la main dessus, tu ressors avec plein, plein, plein de créas. Et tu peux même, tu vois, la journée où tu loues le Airbnb, tu peux ramener plusieurs acteurs, tu vois. Mais de ouf. Et tu prends un Airbnb qui a différentes pièces. Donc l'acteur 1, tu le mets dans la pièce 1, l'acteur 2 dans la pièce 2, etc. pour Mmh. avoir quand même des scènes différentes. Et voilà, franchement, ça c'est une petite value pour la communauté c'est fiable, mais franchement, elle est pas mal. Là. Ah, 100% mec, de ouf. Ok. Ok, ok. T'as tes UGC, t'as tes contents, trop bien. J'ai l'impression que très souvent, je sais pas toi avec tes élèves comment ça se passe là-dessus, mais les gens adorent la création de sites et ils adorent se dire comme quoi le problème est leur site pour le retravailler. Et des fois, c'est pas du tout le problème leur site, ils ont juste eu 20 visites en l'espace de 3 jours. Et en fait, ils se disent, j'ai eu 20 visites, j'ai eu 2 ajouts au panier, c'est le problème mon site. Alors que c'est juste, t'as eu 20 visites, c'était créa, tu vois, le problème, ça ramène pas assez de trafic. Pour que le sujet soit clos là-dessus, Ismaël, comment on crée une page produit qui convertit? Est-ce que toi, tu as un template que tu suis? Est-ce que tu as vu des sections qui se répétaient? Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre une page produit à 0,5% de conversion et une page produit à plus de 3,5% de conversion? Ok. Je vais te répondre en deux points. Premièrement, euh, il faut que lorsqu'on arrive sur ton site, ta proposition de valeur, elle soit claire. Tu vois. Sur ton site, tu as des promesses. Donc, les promesses, ça va être tes gros titres. Qu'est-ce que ton produit va apporter à ton client? Et en général, tu peux en identifier deux, trois, tu vois. Donc, titre 1, par exemple, je sais pas, avec ce chauffe-biberon, vous allez avoir plus de liberté dans votre vie, tu vois. Donc, ça, imaginons, tu touches les mamans qui se sentent pas libres parce que elles doivent forcément rester à la maison pour chauffer leur biberon. Tac, avec ce chauffe-biberon, vous êtes unis dans votre vie. Promesse 1. Ensuite, tu trouves différentes promesses. Donc, tu as ça, tu as la promesse, il faut que ce soit clair et net et que ça percute ton avatar client qui se dise, OK, ce produit va vraiment m'aider dans ma vie. Ensuite, tu as l'autorité et la social proof. L'autorité, ça va être, par exemple, euh, imaginons que tu sois sur un produit sur la niche santé. Bah, tu vas dire que tel et tel médecin recommande le produit. Bien sûr, si c'est vrai, hein, tu vas pas commencer à Bien sûr. inventer des trucs, mais tu peux dire que voilà, de plus en plus de podologues utilisent les chaussures, enfin recommandent les chaussures barefoot par exemple. Tu vois. Dermatologue Et pour les boutons, etc. Ouais. voilà, c'est ça exactement. Ensuite, la social proof, bah, tu vas simplement montrer des personnes qui utilisent ce produit pour montrer que voilà, là, faut humaniser ton site et montrer, parce que on est des humains
et on a besoin de voir que ce qu'on recherche, ça s'est produit pour quelqu'un d'autre avant d'acheter. Donc la social proof va être là pour montrer, bah regarde, telle et telle personne ont acheté ce produit-là, ils sont hyper contents. Et là, tu mets des photos de tes clients avec des produits, ou bien des gens qui Important de achètent des mettre des produits. photos parce qu'il y en a, ils mettent que du texte. Ouais, non, il faut des photos parce que il faut l'humaniser ce site, montrer que voilà, c'est réel, il y a des vrais humains derrière. C'est hyper important. Donc ça, c'est le premier point du coup. Promesse, autorité, social proof. Pour moi, Ouais. c'est les trois indispensables. Et le deuxième point, ce que je fais quand même, désolé, le, le deuxième point que je fais quand je veux faire un site, c'est pareil que tout à l'heure. Regarder ce qu'a mis en place le concurrent, puisque j'estime que lui, il est là depuis assez longtemps. Ce travail-là de promesse, autorité, social proof, il l'a fait. Sur les promesses, j'estime qu'il est là depuis assez longtemps, donc il a dû A/B test l'ordre des différentes promesses. Et s'il en est venu à laisser cette promesse-là en numéro un, 2, 3, c'est que pour lui, c'est la combinaison Ouais. gagnante. Donc, je vais vraiment aussi m'inspirer de ce qu'a fait le concurrent. Et si par contre, je m'aperçois que lui, il n'a pas mis de social proof et il n'a pas mis d'autorité, par contre, je vais probablement me l'ajouter ça. Ok. Ouais, je suis Et, 100%. et La même chose que toi. J'aurais rajouté, et en vrai, tu l'as aussi dit, le copy. Pour moi, le copywriting, c'est le levier principal d'un site qui convertit. Et tu disais justement, mettre tes promesses en avant. Ouais. T'as deux types de bénéfices, émotionnel et fonctionnel. Émotionnel, c'est ce que va ressentir comme émotion ton client quand il va utiliser ton produit. Et les gens achètent pour les émotions. Demain, en soi, si quelqu'un achète une Lamborghini, c'est pas pour les sièges en cuir ou la couleur. C'est parce qu'il va avoir l'impression de faire partie d'un cercle privé. Les gens vont avoir un regard sur lui en mode il a réussi dans sa vie. Et c'est pour ça. Par contre, l'humain justifie toujours son achat avec les fonctionnalités. Donc en fait, ce que tu dois faire, c'est émotion en avant, les titres, et en paragraphe, là tu mets les fonctionnalités qui viennent justement justifier cette émotion-là. Comment tu arrives à la créer. Euh, Dans tes paragraphes, surtout avoir un copy qui est minimaliste, parce que les gros pavés de texte des débutants, non, ça les gens ne lisent plus. On est en 2025, ça y est, maintenant on est dans une consommation rapide, donc il faut avoir très peu de mots, mais des mots avec un certain impact. Faut préciser. Moi, je vois que ça marche bien quand tu mets des chiffres bien précis, genre 19,2%. La personne va se dire, c'est sûr que c'est vrai. Tu balances pas un chiffre comme ça si c'est faux, tu vois. Donc quand c'est précis, quand c'est orienté action, ton copywriting, déjà, t'as grande chance que les gens ajoutent au panier et achètent. Le branding, très souvent, c'est ce qui fait la diff entre un site qui convertit et un site qui convertit pas. T'arrives sur un site dropshipping, ça pue de dropshipping à 4000 km, les gens n'achèteront pas. Ils sont assez éduqués pour savoir justement ce que c'est un site dropshipping. Donc ça, très souvent, ça peut tuer la crédibilité d'un projet. Donc travailler tes images, travailler tes couleurs, travailler ta structure, tes sections, etc. Et après, tout ce que t'as dit. Et ce qui est ultra important, et je vois l'erreur se répéter dans la page produit, c'est le carrousel photo produit. Très souvent, un débutant, il va mettre 3-4 photos qui vont se battre en duel, alors que là, tu dois mettre une dizaine de photos, quitte même à mettre en image des sections. Genre, tableau de comparaison, fais une image d'un tableau de comparaison. j'allais ajouter justement, quand tu parlais de copywriting, les gens ne lisent pas, justement, mets un peu de texte dans tes images, tu vois, Ouais. des promesses dans tes images. Donc, tu vas voir ta première image avec ton produit, mais sur le côté. Et pour ça, c'est vrai que c'est dur pour les débutants parce qu'ils n'ont pas encore l'œil du branding. Et pour ça, va sur des sites, va sur des marques connues, tu vois, tu peux aller sur HiSmile, tu peux aller sur The Hoodie, tu as plein de brands hyper connus et ils ont une DA qui est magnifique et tu as juste à reprendre un peu les templates. OK, ils ont mis leur produit ici, ils ont mis leur texte là, ils ont mis Ouais. un emoji ici, ils ont mis un Une petite pourcentage flèche là. là, ouais. Voilà, je vais faire pareil. Comme ça, au moins, visuellement, tu vas faire quelque chose de clean. Parce que c'est vrai que des fois, les débutants, comme ils n'ont pas cet œil du branding, ils vont faire des montages que eux pensent stylés, tout comme moi, Bah j'en ai oui, fait que je pensais comme moi aussi. stylé, alors en Bah vrai, que non, ça. ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est que c'est le 100%. début, c'est normal, il faut un temps d'adaptation. Mais ouais, mettre des images, enfin, mettre du texte dans ces images, c'est game changer parce que les gens ne lisent pas. Et donc, s'ils peuvent scroller les images et avoir en même temps les promesses ou bien, comme tu dis, les bénéfices émotionnels et même les petites fonctionnalités en tout petit, c'est nickel. Et il y a un truc aussi, tu vois, qui peut, et je pense que tu le fais, hein, en vrai, c'est connu de toutes les personnes qui ont plus ou moins réussi, mais ça peut être un cheat code pour un débutant. Tu installes l'application Hotjar, Hotjar. Ça permet justement de capter, t'as une rediffusion de chaque visiteur sur ton site. Et du coup, après une phase de testing, où tu as installé Hotjar en amont, tu vas regarder chaque visiteur, le comportement qu'il a eu sur ton site. Et si tu vois que les gens sur ta page produit, ils scrollent un petit peu, ils arrivent dans la description produit et ils appuient pas sur le bouton ajoute au panier, ils continuent de scroller,
c'est qu'ils ont encore des freins à l'achat. C'est-à-dire que t'as pas fait un gros travail en amont dans ton carrousel et dans ta description qui a assez plu au client pour qu'il ajoute au panier et qu'il paye. Donc, il faut que tu améliores ton carrousel, il faut que tu améliores ta description produit avec des bullet points, avec de la social proof, un bundle, en dessous du bouton ajouter au panier, mettre, tu vois, toutes les options de paiement, la livraison, elle est dans 2 jours, etc. Et grâce à Hotjar, tu peux vraiment améliorer ton site. Parce que tu vas pas faire un site parfait dès le jour 1. Un site parfait, je crois que ça n'existe même pas. Par contre, un site, ça s'améliore tout le temps et Hotjar, c'est l'un des meilleurs outils, tu vois, pour l'améliorer. Ouais, totalement. J'ai déjà utilisé Hotjar pas mal de fois. C'est vrai que ça aide surtout euh, quand il y a des petites incohérences sur ton site. Tu vois, par exemple, je sais pas, imaginons justement, on parlait des offres tout à l'heure. Un problème que pas mal de personnes font, c'est que les offres, elles sont pas assez claires, tu vois. Sur un site, il Ouais. faut pas oublier que les gens sont vraiment passifs déjà quand tu fais de l'ADS même quand tu fais de l'orga. T'es pas vraiment comme si tu étais sur du Google. Tu vois, Google, les gens font une recherche, ils sont posés, ils veulent vraiment des informations, ils vont plus lire. Meta, TikTok, les gens sont passifs, tu viens les interrompre. Et donc, s'ils n'ont pas toutes les informations rapidement, c'est mort pour eux. Donc, l'offre, quand tu vas faire ton offre, il faut qu'elle soit pensée pour que, limite, un enfant puisse la comprendre, tu vois. Euh, et c'est parce que si c'est trop compliqué, ils vont pas se casser la tête. Ils vont juste se dire, faire un screenshot, se dire, je regarderai plus tard, ou alors juste quitter. Et quand ils disent je regarderai plus tard, c'est qu'ils viendront pas. Donc il faut vraiment que ce De soit ouf. hyper simple. De ouf. T'as mis tout ça en place, t'as réussi ton testing, ça y est. Euh, Quand est-ce que tu scales? Comment tu scales pour réussir un scaling? Alors, moi je scale, donc le testing est validé. Je sais que ce produit, je suis rentable avec. Par exemple, je suis déjà, je sais pas, un k day. Donc le testing est validé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais avant de scaler, et ça vraiment il faut le faire les gars, c'est que je vais faire toute une phase d'optimisation. Peut-être ça va me prendre 2 semaines. Mais enfin, ça dépend. Déjà, je me permets de prendre 2 semaines si j'ai pas plein de concurrents en face, parce que Meta, c'est quand même des enchères, et donc si on prend trop de temps, que les concurrents commencent à eux scaler, ils vont dépenser plus que nous, donc ils vont nous battre sur les enchères, on va avoir une audience moins qualifiée, etc. Mais quand même, si j'ai pas trop de concurrents, je vais prendre le temps vraiment de A/B test différentes choses. Donc, je vais A/B test mon offre, mon prix. Je vais tester par exemple 2 jours. Et quand on A/B test, c'est vraiment changer une seule variable. Donc, Ouais. par exemple, sur 2 jours, je vais changer mon prix. Je vais essayer 2 jours où je vends un peu plus cher et 2 jours où je vends un peu moins cher. Et je vais voir, en comparant les trois, quel jour j'ai fait le plus de bénéfices. Pas forcément le taux de conversion, pas forcément le nombre de ventes, mais quel jour est-ce que j'ai fait le plus de bénéfices? Est-ce que c'est avec le prix A, B, C? Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais tester aussi l'ordre des promesses ou des bénéfices émotionnels. Qu'est-ce que je mets en avant? Un peu l'ordre des images. Je vais tester plusieurs variables, pas non plus trop en faire parce que voilà, il va falloir quand même scaler, mais essayer de moins avoir euh, la combinaison où je génère le plus de bénéfices. Et après ça, du coup, je vais pouvoir commencer. Une fois que j'ai validé tout ça, j'ai identifié ce qui était le mieux pour moi. Là, je vais commencer à scaler. Voilà. Et Et comment toi, tu scales après? Genre, t'augmentes un petit peu plus le budget? Comment tu fais? Tu fais des nouvelles campagnes? moi, quand je scale, je vais prendre du coup les créateurs qui sont sur mes biens en testing et je vais les mettre du coup dans une autre campagne et je vais scaler petit à petit, tu vois. Vraiment petit à petit, 20%. Sauf Le si budget vraiment par jour ou par semaine, le budget, tu l'augmentes de 20%? tous les 2 jours à peu près, Ok, tous les tous les deux 2 jours. jours. Et si j'ai vraiment un ROS qui est bien supérieur à mon ROS break-even, donc le ROS où tu perds d'argent, ni tu gagnes d'argent, s'il est vraiment très supérieur, je veux dire x2 ça, bah là je vais essayer de faire tu vois surtout au départ quand tu commences, je vais pouvoir passer de 200 euros à 300 euros ou 400 euros direct, tu vois, parce que le ROS est vraiment très solide, voir ce que ça donne. Ok, trop smart. Euh, Moi, de mon côté, si tu veux, avant de scaler, je regarde déjà niveau stock si ça peut suivre. Je pense que la pire des choses qui peut casser un business, c'est que t'es en train de scaler, tu dois tout arrêter, tout mettre en pause. Et je l'ai déjà vécu et il y a rien de pire que ça. Donc déjà, regarder si niveau stock, je peux me permettre de scaler, si j'ai pas juste 10 produits en stock. Je regarde si j'ai un site qui convertit bien. Si j'ai un site qui convertit pas de ouf, je scale pas tant que j'ai pas un bon site. Donc une bonne offre, scalable, etc. Et je regarde niveau budget si ça va. Parce que si j'ai plus trop de budget, je peux pas. Donc je regarde budget, je regarde stock, je regarde site, offre. Dès que tout ça c'est ouvert, là je commence un scaling.
Et du coup, sur Meta Ads, moi, je fais une campagne d'ASC+, pour scaler. Donc là, je mets toutes les créas qui ont bien fonctionné, etc. Et je fais une campagne acquisition juste pour tester des nouvelles créas. Je teste tous les 7 Oui, jours. oui, Un nouveau toujours, bien volume. sûr. Ouais, ouais, obligé. Ouais, ça, c'est très bien. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles scale, elles se disent, bon, bah, c'est bon, j'ai ma créa qui fonctionne, je scale et voilà, plus besoin de Ça. faire du testing. Mais il faut toujours alimenter ton Toujours test tester. parce que tes créas vont s'essouffler. Donc, Ouais. obligé d'avoir un process où tu te dis, voilà, chaque semaine, je dois tester C'est minimum ça. 15 pubs, par exemple, 15 vidéos. Exactement. Et toutes les semaines, tu as aussi un process d'analyse. C'est tu fais du media buying quasi tous les jours pour voir un petit peu ton compte, l'état de santé, tout ça. Mais vraiment, à la fin de semaine, fais-toi un débrief. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Essaye de prendre du recul. Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a pas marché? Et là, du coup, tu te fais ton nouveau un petit peu, ta nouvelle production. Voilà, tu te fais 15 nouvelles créas à devoir tester. Bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu vas tester? Pourquoi tu vas tester ça? Comment tu vas tester ça? Les formats, etc. Et en plus de ça, je peux tester pourquoi pas du retargeting, mais optionnel. Je trouve pas que c'est obligé, moi, pour les premiers jours de scaling. Je le fais, ça dépend. Est-ce que toi, tu mets du retargeting directement? Ouais, genre, non, attends, qu'est-ce que je raconte? Non, non, moi, je mets pas directement de retargeting les premiers jours, pas du tout. Je vais en mettre simplement par la suite, tu vois. Donc, quand j'ai bien entamé la phase de scaling, tu vois, je vais commencer à penser retargeting. Mais penser retargeting, qu'est-ce que c'est? C'est juste te dire, OK, fais des créas pour les gens qui sont Ouais. product aware. Ils ont déjà vu ton produit, donc compare-le aux autres alternatives, casse toutes les objections. Et puis voilà. Mais j'ai une petite anecdote, c'est ce que tu disais avant de scaler, faire attention aux stocks et faire attention à la trésor parce que bon, le stock, ça m'est pas arrivé. C'est plus la trésor. Moi, quand la première année où j'ai scalé sur ma marque, tu vois, on est vite monté à 20 000 euros par jour et la trésor, elle suivait pas, tu vois, parce que derrière 20 000 euros par jour, on dépensait peut-être 6 000 euros, tu vois, sur mes pas par jour. Même tous les jours, tu dois sortir 6 000 euros. On avait un Stripe qui nous payait tous les 7 jours. Et Donc ouais. forcément, c'était la grosse galère. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire pour pas que ça se stoppe? J'ai dû demander à un ami. Et bon, vraiment, là, j'avais de la chance. J'ai un ami plus. À l'époque, j'étais jeune. Lui, il était déjà plus âgé que moi. Tu vois, il avait déjà la trentaine et tout. Et lui, il est dans l'IMO et je sais qu'il avait pas mal d'argent. Donc, j'ai été le voir. C'est un bon frère, mes collègues. Je dis voilà, écoute, je vais tout montrer. Tu vois, je vais montrer voilà mon site. Je dis regarde, chaque jour, on dépense 6 000 euros. On fait à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires. On fait genre 5-6 000 euros de bénéfices par jour. Ouais. Juste là, il faut que tu me prêtes temps parce que si j'arrête, c'est mort, mon business ne va pas tourner. Et c'était la seule option. Donc, j'ai détesté faire ça. Pourquoi? Parce que après, j'étais en panique. Je me suis dit, mais attends, là, ok, il Imagine. t'a prêté de l'argent. Bah oui. Imagine Stripe te bloque Ouais. ou je sais pas, une galère comme ça. Tu vois, bizarre après, tu vois. Émotionnellement, ouais, tu seras dans la panique. Ouais, j'ai pas kiffé. Mais, et en plus, au final, euh, on avait pu, même avec ce qu'ils nous a prêté, tu vois, à ce rythme-là, au bout d'un moment, il y a Facebook, notre BM, il a été stoppé Ouais. parce qu'on n'a pas payé, tu vois. Et pendant 3-4 jours, ça tournait plus. Et j'étais, tu vois, le manque à gagner, il est quand même important. Tu vois, quand tu sais que tu Mais fais 100%. 6 000 euros de bénéfice par jour, euh, La trésor, c'est trop important. Et les gens sont tellement hype en mode putain, il y a une traction, let's go, j'y vais, au moins je vais enfin pouvoir faire de l'argent. Et vous allez trop vite. ouais, faut prendre son temps. C'est vrai que Et il c'est y a ce important. truc-là, en fait, si tu veux des trucs Stripe, en fait, où t'es payé trop tard, du coup, ça suit pas. Et ça, c'est ça, en fait, qui te nique. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Au départ. Donc et puis même, tu vois, payer Meta parce que Meta c'est quand même assez cher. Là maintenant, je sais pas si toi t'as, mais t'as les lignes de crédit. Tu vois, quand t'as un BM qui a Ouais. bien dépensé. Donc tu vois là maintenant, nous, alhamdoulilah, on est à peu près 250K de lignes de crédit. Ça veut dire que chaque mois, on peut dépenser 150K et on Ok. pourra payer ces 250K 30 jours après, tu vois. Donc déjà pour la trésor, ça facilite énormément. Euh, et il y a un autre truc aussi avant de scaler. Et par contre, faites attention aussi les lignes de crédit. Parce que récemment, j'ai un ami qui m'a dit que sur sa ligne de crédit à lui, il s'était fait hack son BM. Et du coup, quelqu'un est venu et a dépensé à fond sur sa ligne de crédit. Et donc, il s'est retrouvé avec un montant de spend énorme qu'il n'avait pas dépensé pour sa marque, mais que quelqu'un d'autre avait dépensé pour sa propre marque. Et du coup, il a dû justifier avec Meta, appeler un Mm. avocat. Enfin, c'était une grosse galère. Donc, sécuriser hyper bien vos comptes, ça c'est vraiment important. De Et ouf. sinon aussi, avant de scaler, un autre truc qui est hyper important, c'est de s'assurer de la qualité du produit. Parce que nous, la première année, euh, on a tellement scalé que l'agent a dû faire appel à d'autres usines, puisque l'usine qu'on avait, l'usine A, pouvait Ok. plus produire notre produit ou bien il prenait un peu de temps. Donc du coup, il a utilisé d'autres usines, mais ces autres usines, la qualité, elle n'était pas au rendez-vous.
Donc après, niveau SAV, ah, ça bug un petit peu, non? Ouais, attends, ça bug. Allô? Là, ça Ouais, bug moins. t'inquiète. Voilà, c'est bon. Moi, c'est nickel. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, tu disais les usines avant de scaler, vérifier la qualité du produit. Ouais, c'est ça. Vraiment, en fait, avant de scaler, très important de vérifier la qualité des produits. Parce que sur ma marque, la première fois où on a scalé, les usines pouvaient plus suivre. Enfin, en tout cas, l'usine avec laquelle on travaillait pouvait plus suivre. Donc, l'agent a dû faire appel à d'autres usines. Sauf que ces usines-là, la qualité du produit n'était pas au rendez-vous. Donc, après, niveau SAV, on a eu pas mal de retours et pas mal de personnes à rembourser, du coup, puisque Ouais. le produit n'était pas de la même qualité, tu vois. Donc, vraiment faire Exactement. hyper attention, être sûr que tout est cool, que votre client est satisfait, que vous avez les fonds, la trésor. Parce que sans ça, vraiment que le client soit satisfait, c'est la base. De toute façon, on peut pas Ouais. run un business long terme. Si le client est pas satisfait, ça va durer 2 mois. Après, vous allez être ban dans tous les sens. Donc, C'est vrai qu'on l'a même vraiment. pas dit, mais le client en first. Et c'est vrai que ce truc-là, tu vois, de produits de mauvaise qualité, et je l'ai eu. Et je l'ai eu à mes débuts où j'ai scalé. On est passé de 6 000 par mois à 90 000 € de CA par mois. Mais sauf que c'était avec le même produit de la même qualité qui était pas top. Le produit, il puait, en fait, quand tu le recevais. L'odeur, elle était... Et en fait, en même temps que tu scales aussi ton SAV. Et ça, c'est la pire Ah chose à ouais, faire. c'est Parce que ça. du coup, tu passes la moitié de ta journée en SAV. C'est chiant. Ouais. Même Non, émotionnellement. clairement. Mm. Ouais, donc vérifier la qualité produit, vérifier le budget, vérifier si tu as un site qui convertit bien et si niveau stock, ça suit. Ouais, ouais, voilà, franchement, totalement important avant de scaler. 100%. Et Sinon, c'est les problèmes. l'une des dernières questions que j'ai aussi à te poser, c'est par rapport au marché. Tu me disais comme quoi toi, voilà, tu avais testé sur le marché suédois le produit pour le dos et un marché de l'Est. Euh, Tu conseilles de te lancer sur quel marché quand tu es débutant? Moi, franchement, un débutant, je lui conseille la France. Euh, Enfin, en tout cas, s'il est francophone, je vois qu'il soit belge, suisse, français, c'est un peu quand même la même culture. Ouais. Parce que tu maîtrises la langue, tu as les codes, alors que les autres marchés sont différents. Tu as déjà la barrière de la langue. Euh, mais vraiment, le marché français, ça va te faciliter, tu vois. Ouais. C'est, c'est le marché à utiliser quand tu es débutant. Et après, une fois que ça y est, tu as fait tes ventes, t'as de l'expérience, là, tu peux commencer à passer sur de différents marchés. Mais au départ, le 100%. français, c'est important. Marché Et toi? francophone pour commencer, là-dessus on se rejoint, je suis d'accord avec toi de ouf. Surtout tu peux monter à des millions, des dizaines de millions par an Mm, sur ce marché-là, vraiment. largement. Tu disais il y avait la Suisse, la Belgique, une partie du Canada, la France, enfin, c'est assez C'est ça. insane. Euh, Quand est-ce que tu commences à déléguer? Est-ce que toi tu considères qu'en vrai il faut déléguer dès le début si jamais tu sais pas faire? Est-ce qu'il faut tout faire? Et quand est-ce qu'il faut déléguer à un moment donné quand tu scales? Euh, alors, déjà, les compétences, il faut les maîtriser avant de déléguer parce que quand même, par d'autres business, tu vois, je vois beaucoup de personnes qui veulent déléguer souvent les créas. Ouais. Parce que voilà, faire des vidéos, flemme, faut faire du montage, faut faire des scripts, etc. Je préfère passer pour une agence qui me fait mes scripts, mes créas, mon montage. Mais si tu fais ça, tu sais pas trop run ton business parce que ton business e-com, il repose majoritairement sur les créas. Et donc, si t'as pas les compétences pour faire ces créas, ok, tu peux passer par une agence, mais si elle te fait un mauvais travail, tu seras pas à même de dire, ok, non, là, la créa, elle est pas ouf, Ouais. il y a ça qui marche pas. Donc, vraiment, avant de déléguer, il faut développer les compétences, vraiment être carré sur ça. Et après, ce que tu délègues en premier, pour moi, c'est les trucs chronophages, tu vois, genre le SAV, le montage vidéo, tu peux le déléguer. Tu peux Ouais. très bien faire tes scripts et tout sans mettre toi-même tes vidéos. Ouais. C'est les deux choses à déléguer en numéro un, je te dis. SAV, montage vidéo. Ouais. SAV, montage vidéo, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. 100%. Et après, tu vois, en plus, si tu commences à avoir du content, tu peux aussi un petit peu déléguer, en tout cas, essayer de ralentir sur l'organique parce que du coup, tu as des gens qui te créent ton propre content. Et au moins, après, tu te focuses sur tout ce qui est media buying, site web et création de production d'ads direct. Je suis d'accord. Ok, bah écoute, déjà, je pense qu'avec cette énorme value qu'on vient de donner pendant 1 heure, à mon avis, un débutant qui démarre de zéro, il a tout à disposition pour déjà aller dans la bonne direction et créer sa première marque e-commerce à ne serait-ce que 10, 15 000 € de chiffre d'affaires par mois, déjà pour commencer. Je pense. Ouais, j'espère. Euh, Ismail, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Si quelqu'un est intéressé. Ouais, moi je suis sur Insta principalement, donc Ismaïl-du-bas ZLY. Donc Ah, voilà, ça, on va tout je mettre en me description. voilà. Mais voilà.
Nickel. Et si jamais intéressé par un accompagnement, pareil, allez contacter Ismail et il vous accompagnera. En tout cas, vous avez un coach qui est sérieux pour une fois en France à disposition. Donc c'est cool. C'était sérieux, frérot. Ah Vraiment, ouais, on est ça fait deux. plaisir. On est deux. Et il y en a d'autres aussi. Ouais, il y en a d'autres. Oui, c'est Il y ça. en a d'autres. Bon, en tout cas, merci à toi, Ismail. C'était top. Et merci à vous tous. Abonnez-vous et mettez un petit like. On se retrouve rapidement. Ciao!